Il y a un des sujets dont on me parle beaucoup chez Coup d'État, enfin toute la communauté quoi, qui est-ce que vous allez parler de growth hacking ? C'est souvent un truc avec lequel j'ai un mouvement de recul, parce que je fais pas du tout partie de cette génération growth hacking, je suis arrivé un petit peu après en fait. Ouais. Et j'ai toujours eu des warnings parce que ça... T'as pas connu la bonne époque. Ouais. Non, j'ai pas connu la bonne époque. Genre pour moi c'est juste fini, un énorme flot de bullshit de gens qui pensent avoir des recettes pour avoir des trucs qui explosent. Et j'y crois pas en fait. J'y crois pas et je sais qu'il y a des gens qui ont des points de vue différents. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Alors, je pense que c'est pas vraiment un débat religieux. Il y a eu des vrais growth hacks. Moi, j'en ai vu, tu vois, j'en ai fait, j'en ai vu. T'as des choses comme Dropbox et leurs vidéos sur 9gag et le fait que 9gag était une plateforme de launch pour Dropbox. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé deux choses. Encore une fois, les plateformes sont moins accessibles qu'avant et le monde est moins ouvert qu'avant. Quand tu vois l'intensité des expériences growth chez Facebook et à quel point ils étaient nasty et violents, aujourd'hui, n'importe quelle boîte fait ça, elle a une émeute des utilisateurs. Et c'était parce que c'était une époque où on ne comprenait rien. Genre quoi ? Je te donne un exemple très concret. Quand tu t'inscrivais sur Facebook, ça prenait tout ton carnet d'adresses, automatiquement, sans rien te demander. Donc ça se connectait à ta boîte email. Et ça envoyait un email tous les jours, à tous tes contacts, jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent. Ouais. Et ils avaient découvert qu'en moyenne, il fallait envoyer plus de 17 emails avant que quelqu'un s'inscrive. Tu le vois, le gros hack ? Ouais, ils ont juste bourriné. Je veux dire, en 2000, Facebook existe parce que Google n'a pas appliqué ses terms of use. Si Google avait appliqué ses terms of use, s'il y avait eu la GRPD, s'il y avait eu la protection des datas, s'il y avait eu l'anti-spam, mais jamais de la vie Facebook existe. C'est même pas possible en fait. Et donc, à l'époque, les growth hacks, c'était une génération de gens qui avaient compris que tout était permis et qu'il fallait y aller comme des bourrins. La dernière fois, j'en parlais avec le CEO d'une boîte sociale que je ne citerai pas à Paris et qui me disait à quel point c'est devenu dur de faire de la growth consumer parce que 100% des gens qui l'embauchent, qui étaient des growth hackers de Facebook, Twitter, machin, il peut embaucher ce genre de gens. Grosso modo, il me dit toutes les techniques que les mecs connaissent sont des trucs qui t'envoient en prison en France en 2019. Et ça, c'est comme ça. Le monde a changé et donc le growth hacking. Avec ce que tu peux faire. Ouais. Exactement. Et donc le growth hacking est passé par la fenêtre. Et maintenant, les gens qui restent dans ce milieu-là sont quand même un peu des bullshitters parce que ils vivent d'une rente d'un monde qui n'existe plus. D'ailleurs, moi, j'avais fait une vidéo en disant le growth hacking est mort. Maintenant, c'est le care hacking. On est rentré plutôt dans une époque et dans une phase où c'est le fait de prendre soin de tes clients qui te rend viral. La vraie viralité en ce moment, c'est l'authenticité et le bien-être. C'est le fait que tu arrives à donner une expérience tellement sympa aux gens que les gens naturellement parlent. Et pourquoi ? Parce que maintenant, les gens ont eux-mêmes leurs propres outils de broadcasting. Ils ont Instagram, Facebook, Twitter, donc ils sont... Mais ça veut dire qu'il faut passer la porte du jugement, il faut passer la porte de l'envie, il faut passer la porte de la distinction. C'est beaucoup plus dur. Ça me fait penser à une anecdote. Il y a des années, il y a maintenant 12 ans, j'étais à un dîner où le patron d'une boîte de cinéma gueulait à l'époque sur Zuckerberg qui était personne, ou du moins pas qui il est aujourd'hui, en lui disant « Putain, à cause de toi, maintenant, les gens, ils savent si le film est bon ou pas bon avant de venir au cinéma. » Et Zuckerberg, il dit « Je comprends pas, où est le problème ? Vous avez qu'à faire des bons films. » Et le mec fait « Tu sais ce que c'est de faire un bon film ? Mais moi, je sais pas comment on fait un bon film. C'est le hasard qui fait les bons films. Moi, ce que je sais faire, c'est dépenser de l'argent en pub pour que les gens, au moins, ils remboursent mon film. Maintenant, j'ai plus aucune prédictabilité. » C'est un peu la même chose, en fait, dans le growth. Maintenant, pour faire du growth, il faut raconter des histoires, il faut mener des expériences, et il faut le faire à une échelle et à un niveau
qui a rien à voir avec le fait d'aller prendre le carnet d'adresses des gens et envoyer des emails tous les jours. Je trouve ça, quand j'y pense à ce truc, moi je me dis, les mecs, tu te connectais, ça prenait ta boîte email et ça envoyait en ta personne un email tous les jours et personne ne voyait où était le problème. Vraiment, hein. Je me souviens en 2008, je me souviens d'ouvrir ma boîte email et d'avoir toutes ces invitations Facebook. Je me dis, ça a l'air intéressant. Aujourd'hui, je pèterais un câble. Qu'est-ce qu'ils foutent dans ma boîte email ? Parce que ta boîte email a pris une place beaucoup plus importante dans ta vie aussi. Exactement. Ouais, c'est marrant. Et c'est en fait aussi, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les clients maintenant sont éduqués à analyser la qualité du produit au lieu de juste la consommer. De la même manière, ils sont capables d'analyser la qualité de ton growth. Bah ouais. Alors, il y a plusieurs implications là-dedans. D'abord, c'est que il faut retenir une règle de base, c'est que ton contexte est toujours différent et que le contexte compte plus que les principes. Il faut faire un poster coup d'état avec ça. Le contexte compte plus que les principes. C'est hyper important à comprendre. Copier ce qui marche chez quelqu'un d'autre, c'est le meilleur moyen de se prendre le mur. Les entrepreneurs adorent les benchmarks. Les entrepreneurs adorent les retours d'expérience. Les entrepreneurs adorent aller parler avec machin, truc. Alors, comment t'as fait ci, comment t'as fait ça. Je ne sais pas comment les encourager à refuser de faire ce genre de choses et à essayer de développer la pensée la plus originale possible, le plus souvent possible. C'est hyper important de s'isoler et comprendre son contexte, comprendre sa logique et organiquement développer des choses. Essayer de faire de l'import, c'est de la très 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 mauvaise pratique. Alors, je veux bien essayer de nuancer ça. Oui, bien sûr. J'ai appris à faire tout ce que je sais faire en copiant les trucs. Et donc il y a une grosse différence entre mettre le pied à l'étrier et avoir un skill suffisant pour pouvoir tester ce que tu veux facilement. Alors, il y a une citation qui résume ce problème très bien. C'est les grands artistes copient, les génies volent. J'ai jamais pigé ce que ça voulait dire. Je vais t'expliquer. L'idée, c'est que quand on dit aux gens de copier, quand Picasso dit les grands artistes copient, c'est l'idée qu'ils respectent l'œuvre qu'ils copient. Et ils essayent, geste par geste, de faire une copie, c'est-à-dire quelque chose qui soit exactement ce que l'autre fait. Dans les startups, quand tu copies, tu mets sur un piédestal ce que le mec fait et tu essaies de faire comme lui. Et tu essaies de faire comme lui de l'extérieur sans vraiment pouvoir rentrer dans l'intérieur. Les génies volent, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu prends ce que l'autre a fait et tu te l'appropries, tu l'as volé. Il n'est plus à la personne. Je ne dis pas aux gens de ne pas avoir d'inspiration. Je ne dis pas aux gens de ne pas avoir de curiosité. Je leur dis d'arrêter de prendre cette inspiration et cette curiosité comme une parole vraie, mais de le prendre pour le faire heureux et donc de voler les idées des autres, de voler les process des autres. Ça ne veut pas dire que l'inspiration est forcément interne, ça veut juste dire que quand on regarde ce que quelqu'un d'autre fait, on se l'approprie le plus rapidement possible pour le faire à sa façon, sans même essayer de regarder si on le fait bien ou pas. Parce que c'est ça le problème de la copie. La copie, c'est que tu es toujours dépendant de l'extérieur, puisque tu essaies d'être l'identique de l'extérieur. Alors que quand tu voles, c'est chez toi, si tu as envie de mettre du rouge dessus, du jaune, casser le truc, c'est à toi, tu l'as volé. C'est pour ça que les grands artistes copient, les génies volent. Compris. On continue. Alors, très, j'allais dire very, very important, children's. Je passe trop de temps à Berlin. La croissance est une somme d'actions dans le temps. Il y a même un petit truc qu'on montre ici, c'est qu'en fait, les growth hacks, les astuces, les actions, les expériences, etc. ne sont rien tant qu'elles ne sont pas dans une cohérence totale. Et la cohérence totale, elle vient du fait que les choses compoundent. Et les choses compoundent parce qu'on les additionne et parce qu'on les répète et les répète et les répète. Alors, il n'y a pas de secret. La croissance dépend du nombre d'expériences. Point. Toute organisation qui arrive à expérimenter plus vite et plus fort croît plus vite et plus fort. J'ai jamais vu une boîte multiplier le nombre d'expériences et ralentir. Jamais. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on expérimente des choses, on apprend des choses, que ça marche ou que ça marche pas. Et c'est pour ça qu'il faut y mettre de l'intensité. Il faut expérimenter de la façon la plus intense possible. Toute growth machine doit être obsédée par une seule et une seule chose. C'est intensité des expériences
et nombre d'expériences. Parce que ce qui compte, c'est pas le nombre de failures, c'est la magnitude des succès. Et la magnitude des succès, elle provient du fait qu'il y a des expériences qui sont énormes et hors du commun. On ne peut pas avoir des retours incroyables si on n'a pas fait des expériences incroyables et si on n'a pas investi de façon incroyable. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller un peu durement, un peu à fond, et pas avoir peur de se prendre des murs rapidement. Plus on y va à fond, plus le mur est évident. Moi, j'adore les gens qui testent des trucs, genre, par exemple, ils disent « Ouais, j'ai dépensé 5 € de pub tous les jours. » Je sais pas ce ils espèrent voir avec ça. Ça ne marche pas. Parce qu'ils peuvent pas savoir si ça marche ou ça marche pas, s'ils ont dépensé assez d'argent ou pas. Si t'as pas les moyens de balancer 1000 balles par la fenêtre par jour, bah, oublie la pub en ligne, quoi. C'est pas... Tu penses que c'est vrai, ça? Ouais, je suis persuadé que c'est vrai. Ouais. Je suis assez d'accord, mais... Tu n'as aucun apprentissage sur ce genre de choses si tu les fais pas tout de suite à une échelle intense. Okay. Si tu fais, Je serais très curieux de savoir, tu vois, il y a peut-être des gens qui vont voir cette vidéo et qui vont nous envoyer des messages en disant bah moi j'ai mis 60 balles et j'ai fait une grosse diff, tu vois. Ouais, bah, ils ont de la chance, c'est cool. Ouais. Oui, ça devient de la chance, pas une expérimentation. Exactement, okay. Mais le problème c'est qu'ils vont pas pouvoir le répliquer en fait. Et ils vont bloquer très très vite en fait. Okay. Pour pouvoir avoir... Et c'est la différence entre la chance et la science. C'est que justement, une approche de growth machine, c'est une approche systémique qui veut que chacune des expériences ait un sens significatif statistiquement. Et pour avoir un sens significatif statistiquement, il faut avoir une certaine échelle. Je veux juste poser les bases pour la suite, parce qu'on va montrer la structure d'une growth machine et comment ça marche et comment on expérimente. Ça veut dire quoi concrètement expérimenter? Parce que c'est un grand mot, tu vois. C'est genre... Alors, expérimenter, on revient à la base, ici. Expérimenter, c'est tout simplement réussir à mettre en place un process qui comprend une méthode d'acquisition spécifique, une méthode d'activation spécifique, qui peut être commune à plusieurs expériences, une méthode de rétention spécifique, qu'est-ce qu'on fait comme action pour garder les gens, une méthode de revenu, un pricing spécifique, ou qui peut être d'ailleurs commun aussi à plusieurs expériences, et une tentative de referral sur ces gens-là. Ça, c'est une expérience growth. Une expérience growth, c'est le fait de faire passer un groupe de gens par toutes ces étapes et d'analyser s'ils y passent plus vite que organiquement, parce que c'est encore l'idée que tu as un groupe témoin qui est ta croissance naturelle, en vert clair. Et donc, est-ce que dans ce groupe, dans cette expérience, est-ce que tu as un gain par rapport à si tu faisais rien et que tu attendais? Si tu convertis pareil que des gens qui arrivent sur ta homepage et qui ne te connaissent pas, bah, ton expérience growth ne sert à rien. Tu es à côté de la plaque. Il faut forcément que tu aies un impact par rapport au return organique. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Ah bah, ça me fait Merci. plaisir. Genre, c'est hyper clair. On va tout changer. On va pas tout changer. Évidemment, pourquoi il faut de l'intensité? C'est parce que tout change très vite. D'ailleurs, tous les gens qui sont un peu fans de mes vidéos peut-être le perçoivent. C'est fou comme des choses qui étaient vraies il y a 6 mois ne le sont plus aujourd'hui. Alors, l'exemple vraiment tragédie grecque que tout le monde est en train de vivre en ce moment, c'est Facebook. Moi, je pense que c'est ma première nostalgie ever. Je suis d'accord avec ça aussi, ouais, je vis ça aussi. C'est la première fois où moi je regrette mon Facebook et ce qu'était mon Facebook. Là, de toute façon, je vais fermer mon compte. J'en ai marre. Ça ne sert à rien ce truc. Tu scrolles, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a plus rien d'intéressant, il n'y a plus personne. Et la parole mondiale, c'est d'un seul coup arrêté. Je ne sais pas trop où aller, alors j'essaie de la retrouver un peu sur Instagram. Sur Twitter Ouais, alors Twitter, c'est quand même, les gens ont une incitation incroyable à avoir l'air intelligent, donc c'est un peu fatigant. Ouais. Mais bon, je pourrais dire à mes petits-enfants que j'ai connu l'époque où il y avait un truc qui s'appelait Facebook sur lequel tout le monde était et les gens disaient des trucs très intéressants. On aura reconnu ça de notre vivant, quoi. Pas tous. Non, mais moi j'avais un Facebook hors du commun, quoi. Je suivais des gens hors du commun sur Facebook. Ils ont tous disparu. Bon, bah c'est comme ça, il faut s'adapter. Et donc ça veut dire changer plein de choses dans la growth machine. Hein. On ne peut plus poster un truc sur Facebook et espérer que ça suffise, quoi. Alors, c'est quoi les caractéristiques de cette machine? Cette machine, elle doit avoir 3 caractéristiques.
elle doit être scalable, prédictible et reproductible. Scalable, c'est la base même de toute expérience growth. C'est qu'une bonne expérience growth doit être scalable, ça veut dire qu'à un effort initial donné, il ne doit pas y avoir d'effort à ajouter des nouveaux clients. Une fois qu'on a créé son expérience growth, il faut que ça monte. Alors ça peut monter là, ça peut monter là, ça peut monter là, mais c'est pas prédictible d'avance où ça va monter, mais il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de friction où ça glisse. Prédictible, c'est hyper important à un moment donné de savoir la relation qu'il y a entre les efforts qu'on fait et le résultat qu'on fait pour pouvoir maîtriser sa croissance et enthousiasmer les gens autour de sa croissance. Alors, c'est un peu le sujet des boîtes cotées en bourse qui doivent gérer des investisseurs un peu impatients tous les 3 mois en montrant ça monte. Mais en fait, c'est aussi vrai pour les employés. Alors, il y a un truc assez marrant avec les gens, c'est que les gens se déchauffent et s'ennuient très vite. Ça, c'est un drame. Alors, c'est la première scène dans le film Ted qui me fait trop rire, où il y a la peluche là qui parle. Et puis, la dernière phrase, elle dit puis bon, c'est comme tout dans ce monde, au bout d'un moment, tout le monde s'en fout. Et tu vois la peluche qui dit hey, salut. Puis t'as l'autre qui fait ouais, salut Ted. Puis il n'y a rien à foutre, il y a une peluche qui parle, machin. Et en fait, c'est naturel que n'importe quoi que tu fais plusieurs fois devient normal et plus du tout enthousiasmant. Et donc, parce que ça devient plus enthousiasmant et parce que c'est plus normal, tu te retrouves dans la situation où, évidemment, tu as besoin de prédictibilité de croissance pour garder les gens motivés. C'est parce que c'est prédictible et parce que la machine a l'air de que tu te dis, ok, il y a un truc incroyable qui se passe et tu restes motivé. D'ailleurs, toutes les organisations qui ont une croissance non prédictible et où ça n'a pas l'air de monter naturellement, c'est la cata. Ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière cette prédictibilité, il y a des centaines et des centaines d'initiatives, d'expériences. C'est parce qu'on fait tout ça que ça crée un mouvement et que ça crée qu'on arrive tous les mois à atteindre des objectifs. Ça a l'air de tourner tout seul, mais en fait, c'est une fourmilière. Exactement. Et alors, reproductible, c'est qu'une bonne expérience growth, ensuite, elle est réplicable. L'histoire la plus dingue que j'ai jamais entendue sur ce sujet-là, et qui me fait vraiment mourir de rire en growth, c'est qu'un jour, un mec qui travaillait dans cette boîte de t-shirts qui s'appelle Teespring, il fait un t-shirt où il fait la couleur de l'État avec le logo de l'université. Donc, la couleur officielle de l'État de Californie, c'est le rouge ocre, et puis il met un logo de Berkeley. Et là, il vend, 1000 t-shirts. Beaucoup plus de t-shirts que d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le mec ? Il se dit, putain, je vais prendre les 50 États, 50 couleurs, et je vais prendre 50 écoles. Et donc, le seul sujet qu'ils avaient, c'était la reproductibilité, la rapidité de reproduction. Et résultat, ils ont fait donc 50 États fois le nombre d'universités, modèle de t-shirt en ligne. Et ils ont vendu, avec cette expérience, plus de t-shirts qu'ils ont vendus dans leurs 3 premières années d'histoire. Donc, quand tu regardes aux investisseurs la courbe de la croissance, ça te dit, voilà, Teespring, c'est une exponentielle. Alors qu'en fait, derrière, il y a un mec qui a trouvé une expérience et qui l'a reproduite. Et tu vois, c'est vraiment ça l'idée de la reproductibilité d'une expérience growth. C'est que quand tu trouves un filon, tu dois tout de suite te poser la question, est-ce que ce filon est reproductible sur d'autres segments, d'autres façons ? Et est-ce que je peux mettre en place une machine pour le faire le plus vite possible ? Très clair. Alors, les hacks, c'est ce qui est créé par la machine. La machine, c'est le process de la boîte. On parle de growth machine parce qu'on parle, ou même on devrait dire growth factory en fait. C'est l'idée en fait que tout ça tourne au bon endroit, au bon moment, et que tout ça forme un process. Et c'est constitué d'un chaos qui sont les expériences. C'est pour ça qu'il y a 2 trucs très contradictoires, un peu comme dans l'univers. C'est que si tu regardes l'univers, c'est un grand chaos, mais pourtant, il est dans un ordre immuable. Tout a l'air de tourner jusqu'au jour où les trucs ils pètent. Et c'est un peu la même chose dans une boîte. Une bonne boîte, ça va être très chaotique, mais ça doit donner l'impression que c'est très ordonné. Et cette ordre, elle vient du fait qu'on est poussé par la data, le product, le marketing et l'engineering. Parce que chaque chose est à sa bonne place, ça, c'est les planètes qui tournent autour du système solaire.
Et de temps en temps, il y a une astéroïde qui passe, une météorite, un machin, un truc complètement imprédictible dans cet ordre, et qui restructure l'ordre. Si là, la Lune se prenait une météorite et était cassée en deux, peut-être que la trajectoire de la Lune serait différente, les marées seraient différentes, tu vois. Tout se rééquilibrerait naturellement. Et donc, il faut être ouvert à ces rééquilibres, et c'est pour ça qu'il faut être le plus possible non résistant au changement. Il faut réussir à être hyper welcoming of change et réussir à avoir ce changement inscrit dans son ADN. Dès qu'une expérience vient troubler notre niveau de réalité et la façon dont on perçoit la réalité, il ne faut pas en avoir peur, il faut y aller à fond. Donc, créer une growth machine, c'est quoi? Donc, on a pris ce schéma qui est une des méthodes pour créer une growth machine. L'idée, c'est que ce schéma il est décomposé en plusieurs étapes et qu'on va les décortiquer un peu avec toi, savoir ce que ça veut dire. La première étape du schéma d'une growth machine, c'est de trouver des canaux de growth. Comment on fait ça? Alors, pour trouver les canaux de growth, il faut tester. Tester. Et il faut avoir une âme d'explorateur. Par exemple, en ce moment, la growth, ça se passe sur TikTok. Il y a énormément de choses. Ou sur LinkedIn. Le passage de Facebook à LinkedIn était un passage qui a eu lieu il y a 6 mois. Il faut être immédiat. Il ne faut pas avoir de nostalgie. Il ne faut pas se dire « LinkedIn, c'est moche, je sais pas quoi ». Faut pas faire comme Nicolas Collin, supprimer son compte LinkedIn pour le réouvrir après. Mais les canaux de growth, c'est un truc, moi je parle beaucoup de canaux d'acquise. J'ai un épisode entier sur les canaux d'acquise dans la saison 2. Les canaux de growth, ça va plus granulaire. Bien sûr. C'est donc tout, genre quand je parle de social media, on va partir dans le beaucoup plus, dans le TikTok, dans le Snapchat, etc. et faire l'expérience sur une seule plateforme. Exactement. C'est ça. Pour commencer à créer ton expérience. Okay. Exactement. Clair. Alors, toujours avoir un objectif en tête. C'est hyper important. C'est hyper important de définir qu'est-ce qu'on déclare être le succès. Alors, si on n'est pas au clair là-dessus, c'est qu'on n'est pas au clair sur où va sa boîte. Et surtout, on n'est pas au clair vis-à-vis de ses propres ambitions. Parce que les gens disent « mais j'en sais rien ». Mais non, si tu sais, tu dois savoir qu'est-ce que tu considères être worth of your time. Qu'est-ce que tu considères être valoir ton temps. Si tu n'es pas capable de répondre à une question qui est de dire « je vais passer 2 semaines à faire une expérience » et je ne suis pas capable de définir qu'est-ce qui me rend heureux comme succès ou pas, c'est que tu dis, en fait, moi, je ne sais rien de ce que je fais dans ma vie, en fait. J'aurais pu passer ces 2 semaines à faire autre chose. Quand on fait des choix, il faut own les choix. Je regardais avec Sarah sur Masterclass ce matin, parce que moi aussi, je consomme les autres coups d'état, le cours de la nana là, qui joue le diable dans Prada, Amy Winfrey, ou je sais pas quoi. Ouais. Bon, c'est une reine de la mode. Et elle a dit une phrase, ça m'a... Genre, j'étais en train de cuisiner, ça m'a choqué. Elle m'a dit, elle dit sur un ton très sec, elle dit « Je ne peux pas supporter les gens qui ne sont pas propriétaires de leur choix. Faire un choix, c'est que la moitié du chemin. Ensuite, en être propriétaire, c'est la fin. » Et c'est tellement vrai. Les gens ne veulent pas être propriétaires de leur choix. Les gens voudraient faire des choix et faire les bons choix. Un bon choix, ça peut avoir moins de valeur qu'un mauvais choix bien honné. Parce que quand tu possèdes un mauvais choix, tu peux aller au-delà de ce mauvais choix et tu peux le transformer en quelque chose de très surprenant que tu ne pouvais pas imaginer avant de le faire. Et c'est pour ça que l'ownership et l'intensité de cet ownership, quand tu as pris une décision, elle est importante. D'où le fait de cadrer tes décisions. Une expérience a une date de début, une date de fin. Et ça a une métrique. Un exemple hardcore de ça, vraiment hardcore, c'est Vodou, où chez Vodou, quand ils lancent un jeu, ils décident combien de téléchargements ce jeu doit faire. Ils se posent la question, par exemple, disons, on va dire une bêtise, 1 million de téléchargements en 7 jours. Et ils ont eu un jeu qu'on a fait 976 000. Qu'est-ce que tu fais? Échec. Exactement. Exactement. Tu owns tes putains de choix et next. Pourquoi? Parce que sinon, ok, bah alors c'est combien? C'est 940, 930, 880? Parce qu'à chaque fois, l'écart, il n'est pas important. Et le fait de owner des trucs comme ça crée de la discipline. Ça crée un truc où les gens se disent, ok, je sais où je suis, je sais où on va, je sais ce qu'on attend de moi. Et si je suis pas dedans, c'est un échec, c'est pas grave. On passe à l'expérience d'après. Mais donc quand tu es à 976, pour le prochain objectif, tu fais quoi? Tu réduis la barre? Non, toujours. Si tu augmentes l'intensité? si tu dis que ton but,
c'est de faire des jeux qui font plus d'un million de téléchargements toutes les 7 jours. Ton but, c'est de lancer de plus en plus de jeux pour avoir le plus de chances que de passer la barre. Et pourquoi? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est que le jeu qui gagne, il fait pas 1 million 20 000. Enfin, en général, 15 millions de téléchargements. En général, les passent la barre énormément. C'est pour ça que l'intérêt de la barre, c'est de pas le voir comme un guide, mais le voir vraiment comme un socle. Mais après, tu peux pas, quand tu démarres, dire je vais faire 1 million de téléchargements. C'est que des échecs. C'est pour ça qu'il faut être très important sur la façon dont tu définis tes objectifs et définir. Aujourd'hui, Vodou dit peut-être 1 million de téléchargements 7 jours, je sais pas combien c'est leur truc, mais évidemment que leur premier jeu, c'était pas ça. S'ils avaient 10 téléchargements, ils étaient déjà bien contents. Parce que tes choix d'expérience et tes objectifs d'expérience doivent être valorisables par rapport au coût de la boîte. Aujourd'hui, Vodou, c'est des centaines de gens qui bossent, donc il faut 1 million de téléchargements. Mais quand c'était 2 mecs dans leur garage, ça pouvait être beaucoup moins. Et c'est là où l'entrepreneur a une responsabilité de savoir combien son temps coûte et quelle est sa définition personnelle du succès et à quel point il va avancer. Et je pense qu'il y a une technique toute bête à faire, c'est simplement de donner un prix à son temps et de dire que tout ce qui n'a pas de retour sur investissement sur ce temps-là ne vaut pas le coup. Et ce prix de temps, il monte au fur et à mesure que la boîte grossit. Une fois que tes objectifs sont définis, il faut explorer la data. Tu disais tout à l'heure que les gens ne savent pas lire la data, que tu n'as aucune compréhension souvent en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que tu comprends la data? C'est quoi les bonnes pratiques pour bien piger la data? D'abord, les bonnes pratiques, c'est qu'il faut faire attention à la différence entre le signal et le bruit. Il faut chercher vraiment des choses qui ont du sens et donc il faut avoir un peu de bon sens en fait. Et il faut éviter un peu les biais de confirmation parce que quand on regarde la data, on a toujours tendance à trouver ce qui nous arrange. Donc pour le faire bien, il faut réfléchir à ok, c'est quoi l'endroit où j'ai suffisamment de diversité dans ma data, suffisamment de sources de data différentes qui confirment la même chose et qui me permettent donc de décider quelque chose d'activable. Encore une fois, c'est me concentrer sur une data qui est suffisamment précise pour que l'action soit suffisamment précise. Je reprends l'exemple de la page de conversion que j'aime bien. C'est un très bon exemple de je peux changer le wording, ça a un impact sur la métrique. Donc c'est quelque chose que je peux analyser. Je peux analyser quelque chose qui a du sens statistiquement. Ok, cool. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as exploré la data et donc tu as une vision d'ensemble du terrain, c'est un peu la préparation de ton plan de guerre, quoi. Tu brainstormes, tu te poses avec ta team et tu réfléchis à qu'est-ce qu'on pourrait mener comme expérience pour améliorer ces data. Ouais. Même question, comment tu brainstormes de la bonne manière? Un bon brainstorm, ça repose sur 3 choses. D'abord, il faut créer un environnement favorable où les gens ne se critiquent pas. Et plus une idée est stupide, plus elle est intéressante. Il faut avoir ce goût du contre-intuitif. Par exemple, la dernière fois, on avait une réunion à The Family où quelqu'un a suggéré un truc auquel je ne crois pas du tout. Et donc, je lui ai expliqué pourquoi je n'y croyais pas. Un bon brainstorm, c'est pas un brainstorm dans lequel tout le monde dit Alléluia. Et après lui avoir déroulé tous mes arguments de pourquoi ça ne marcherait jamais, je lui ai dit, viens, on le fait. Cette habilité, cette discipline à faire des choses, justement, j'avais tellement d'arguments contre ce truc que je me suis dit, évidemment qu'il faut le faire. Parce que soit ça va être extraordinaire, soit j'ai raison, et si j'ai raison, on va le voir vite. Mais si j'ai tort, ça va avoir beaucoup, beaucoup de valeur. Donc il faut chercher ces cas de, tu as très, très, très peu de chances que ce soit vrai, mais si c'est vrai, alors c'est extraordinaire. C'est un peu comme, je regardais un film où il y avait un mec qui disait, viens, on va regarder les loups-garous. Et le mec dit, viens, on y va. Et l'autre dit, mais tu crois que les loups-garous, ça existe? Et l'autre dit, non, j'en sais rien. Mais putain, si ça existe, ça change tout. Donc il y a peu de chances que ce soit vrai. Mais si c'est vrai, ça change notre life. C'est ça un bon brainstorm. C'est d'arriver à ça. C'est donc pas arriver au consensus. Si tout le monde est d'accord sur les expériences, c'est que c'est des expériences de merde. Ok. Une fois que tu as brainstormé, il y a un gros sujet qui est sur la priorisation. C'est une des questions qu'on nous a beaucoup posées chez Coup d'État aussi, à laquelle je réponds toujours par ce qui te prend le moins de temps et le moins d'énergie et qui a le plus de valeur pour toi, commence par faire ça. C'est quoi ton approche par rapport à ça, toi? Alors, il faut vraiment être héroïste. Il faut vraiment réfléchir au retour sur investissement, Il faut être obsédé par, qu'est-ce que je dois investir et c'est quoi le gain probable que je peux faire, et être obsédé par chercher les gains les plus grands. Obsédé par ça. Faut vouloir du levier, quoi. Très peu d'efforts, beaucoup de retours. Et ça, c'est une philosophie, c'est une envie, quoi. Les gens qui adorent bosser, ils font des très très mauvais gros fuckers, quoi. En général, ils font des mauvais entrepreneurs.
C'est horrible les gens qui adorent bosser. Parce que si t'aimes bosser, c'est sans fin le boulot. Tu peux passer des heures et des heures à faire la même chose, quoi. La dernière fois, il y a quelqu'un dans mon équipe qui me demande comment tu fais pour répondre à autant d'emails par jour. Je lui ai répondu en y passant 100 fois moins de temps que toi, quoi. Si dans mon équipe, quand ils écrivent un email, ils sont insupportables. Ils y passent une demi-heure, ils hésitent, machin. Comme si qui que ce soit les lisait vraiment, les emails qu'ils écrivaient. En fait, les perfectionnistes n'ont pas leur place dans les startups. T'as pas les moyens d'être perfectionniste. Et donc, tu dois être obsédé par te dire, tiens, ce geste-là, il va rapporter beaucoup. J'ai l'instinct de ça parce que je suis un bon feignant. Ok, c'est un sujet intéressant parce que tu vois, où est la limite, encore une fois, tu vois, entre... Genre, je lisais un article de Jean de la Roche-Brochard le jour où il disait, en parlant de Side, que ce qui faisait les grandes boîtes, c'est leur capacité à faire des choses parfaites à tous les niveaux en faisant peu. Oui, mais si tu regardes Side, les choses parfaites, ils le font parce qu'ils itèrent super vite. Side, ils sont lancés en 24 heures avec une landing page. Et ensuite, ils ont toutes les semaines pratiquement sorti une nouvelle version de Side. Et leur niveau de crafting produit est hors du commun. Je pense qu'ils en sont à la 35e version de leur produit en 2 ans. Mais si leur niveau de crafting produit est hors du commun, ça veut dire qu'ils ont quand même une certaine maîtrise du détail. Oui, parce que cette maîtrise du détail, elle vient du fait de répéter, qui fait que ça finit par faire des choses parfaites. Je vais te le dire autrement. Comme ça, ce sera plus clair. Soit tu passes 2 mois à travailler sur ta landing parfaite, soit en 2 mois, tu fais 200 landings. Au bout de 2 mois, laquelle des deux va être la plus parfaite? Ah oui, enfin j'ai la réponse. Je réfléchissais juste au process par lequel tu t'atteins ce truc-là. Et tu atteins ce truc-là en étant comme chez Side, en shippant et en committant et en délivrant tout le temps. Oui, parce que si tu repars de ta base à chaque fois, t'as pas le travail initial et t'as juste l'amélioration tout le temps, et donc ça devient incroyable. Et c'est vraiment, on revient encore une fois, c'est speed vs quality. Et évidemment qu'à la fin, ça donne des trucs, ils ont un produit hors du commun. Mais ce produit hors du commun, il vient du fait qu'ils ont réussi à avoir un rythme d'itération et de mise à jour hors du commun. Ok, très clair aussi. Ensuite, l'étape, une fois que tu as priorisé et que tu as dit, ok, ça c'est la prochaine expérience que je vais faire. Donc le prochain, comme tu me disais tout à l'heure, faire passer des clients, une cohorte de clients en fait à travers toutes les étapes du funnel art pour arriver à leur délivrer de la valeur et voir si elle va plus vite qu'une autre cohorte habituelle. Un des trucs qu'on dit tout le temps, c'est que pour faire un test, il faut le faire en prenant le moins de temps possible. Donc ta première version, elle doit être la plus rapide possible avec des outils très très simples, etc. Comment tu fais ça? Là, pour le coup, tu le fais en essayant de... Je pense qu'une bonne méthode toute bête, c'est de te fixer une deadline. Donc tu te dis, dans 2 jours, l'expérience est en ligne, donc tu vas pas avoir d'autre choix que d'optimiser ton exécution pour que dans 2 jours, cette expérience soit en ligne. Quel est le niveau de skill que tu dois avoir pour arriver à mettre en place une expérience si rapide? Alors, le niveau de skill, c'est que tu dois avoir une équipe qui sait tout faire, quoi. Si elle a besoin d'attendre un designer pour avoir un logo, si elle a besoin d'attendre que le mec implémente. En gros, si les gens sont pas capables d'avoir les compétences pour faire le tunnel en entier à peu près à 2 personnes grand max, tu peux oublier ta growth machine. Il n'y a pas de growth machine dans une boîte où il faut involve 10 personnes pour faire un résultat. Donc tu as besoin que les personnes soient en mesure de tout balayer d'un coup. Les startups sont le royaume des gens full stack. Ok. C'est très très important. Il n'y a pas de growth machine sans des gens qui sont capables. Si toi, tu n'étais pas capable d'aller du design à la conception en passant par la vidéo, etc. Ouais, mais ça reste mon rôle en tant que CEO. Je suis capable de le faire. Dans l'équipe, tout le monde n'est pas complètement transversal, tu vois. Non, mais dans l'équipe growth, les gens doivent être transversales jusqu'à l'étape d'implémentation où là, tu peux donner à des gens qui vont mettre beaucoup de détails, coder le truc qui a été mal codé proprement, le faire scaler, etc. Okay. Mais c'est une phase d'expérimentation, c'est une phase d'artiste, de crafting, et cette crafting, c'est un brouillon, et les brouillons, c'est pas fait par des gens, tu vois,
C'est la différence entre le croquis que tu fais et l'implémentation que tu fais de l'œuvre après, quoi. Ok. Et là, on est au niveau du croquis, en fait. Ok. Ensuite, on implémente. Ouais. Une fois que ce test est implémenté, on regarde ce qui s'y passe. Exactement. Comment on regarde ce qui s'y passe? Il faut mettre en place les bons outils de mesure. Ouais. La phase d'implémentation, c'est le moment où une expérience est tellement stable et un canal d'acquisition est tellement stable qu'on peut carrément lui donner un honneur permanent et on peut implémenter au sein de son entreprise quelque chose qui tourne en permanence et qui est plus donc dans l'équipe growth, qui peut passer pour le coup dans une équipe dédiée. C'est des choses dont on va parler dans des vidéos pratiques sur Anyone Can Scale un peu plus tard. Je me poserai face à mon écran, ce sera des vidéos un peu moins cérébrales. Ne jamais perdre de vue la rétro-analyse. Quelque chose qui marchait, peut-être ne marchera plus. Il y a des choses qui glissent. Par exemple, il y a des expériences de growth hors du commun en résultat, qui plafonnent au bout d'un moment. Et donc c'est pour ça que c'est pas parce que quelque chose a marché que quelque chose marchera. Toujours reprendre à zéro l'analyse. Et ensuite, il y a la dernière étape, qui est celle qui m'intéresse le plus, qui est celle de systémiser en fait ton test et de dire ok, là on a fait un test, on l'a implémenté, on a compris que ça marchait. Si ça marche pas, on le jette et on passe à un autre test. Mais si on a compris que ça marchait, on l'inclut dans le système. C'est un des trucs dont j'adore. Tu sais, Lego parle de ça beaucoup. Je sais pas si tu as vu l'épisode d'Abstract sur Lego. Non. Non, j'ai parlé, il faut que je regarde. Ouais, faut que tu regardes cette série, c'est trop bien. Et il y a un épisode d'Abstract sur Lego où en fait ils disent il y a qu'une obsession chez Lego tout le temps, c'est le système. Et c'est tout le temps écrit en gros comme ça, the system, tu vois. Parce qu'en fait, ils disent, ce qui fait la diff entre Playmobil et Lego, c'est que n'importe quelle pièce de Lego peut aller avec n'importe quelle autre pièce de Lego, peu importe. Ouais. Genre, tu peux totalement prendre le truc de ta maison Barbie avec ton Hagrid d'Harry Potter et ton je sais pas quoi et les mettre ensemble et ça fait quand même un système Lego qui fonctionne, qui est un truc, qui est une innovation de ouf en fait, qu'ils ont faite avec les trous et les picots, tu vois. Et je trouve que cette image-là de, ok, t'as ton système à toi qui est ta boîte, qui est pas ce truc bricolé, ce qui est pas ce brouillon qu'on a fait avec l'expérience de growth. Une fois que t'as pigé, comment tu l'inclus au sein de ton système, quoi. En productisant. C'est vraiment le moment où il faut productiser, il faut réussir. C'est le moment où justement quelque chose qui marche a besoin maintenant de maintenance et elle a besoin d'un ownership différent, qui est là un ownership de détail, on n'est plus dans le brouillon, on est maintenant dans la réalisation de l'œuvre finale. Et il faut pour ça que ça devienne un sujet product implémenté dans ton workflow, implémenté dans ton produit et qu'un ownership spécifique. Donc si on récapitule, tu trouves ta canal growth, tu définis tes objectifs, tu explores ta data, tu mets en place ton cycle entier pour comprendre si ton expérience a fonctionné. Ça, c'est tout le rôle de l'équipe growth. Okay, donc c'est une équipe à part entière. C'est une équipe à part entière. Qui récupère les 4 disciplines qu'on a vues avant, exactement. Le marketing, la data, le produit, l'engineering. Une fois que tu as fait ça, tu passes le bébé en fait à l'équipe produit qui est une équipe beaucoup plus dans le détail, etc. Ce qui m'amène du coup à cette slide-là qui est à quel rythme tu fais ça? Le plus vite possible, tu l'as dit beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui est un bon rythme? Qu'est-ce qui est pas un bon rythme? Comment tu... Je pense qu'il faut être capable de doubler le nombre d'expériences growth qu'on fait tous les trimestres. Okay. En engageant des gens du coup? Ou pas. Pour le coup, à taille d'équipe constante, ce serait pas mal. Okay. Passer une certaine taille. Disons qu'une bonne équipe growth, c'est 5 personnes. Donc la phase 1, c'est d'atteindre les moyens de pouvoir s'offrir ces 5 personnes. Et ensuite, l'idée, c'est comment tu fais pour doubler la taille de tes expériences avec ces 5 personnes jusqu'au moment où tu peux paralléliser ces 5 personnes, en raisonnant en unité de 5 personnes. Et 5 personnes, parce que grosso modo, tu vas avoir un ou deux créas, un ou deux designers / copywriters et un ou deux data / ingénieurs, grosso modo. Et ensemble, ils arrivent à mener une expérience en entier très rapidement en travaillant. Au-delà de 5, de toute façon, la coordination est quasi impossible. Donc ça doit être ton unité mesure de ton commando growth. Ok. Donc est-ce que ça veut dire que c'est impossible de mener la création d'une growth machine sans cette équipe de 5 personnes? Non, tu peux commencer seul. Mais la phase 1 de la growth machine, c'est d'atteindre le stade où tu peux te permettre de t'offrir ces 5 personnes. Ok. Pour pouvoir justement aller beaucoup plus vite. Ok, très clair.
avant de passer sur l'optimisation, j'aimerais bien qu'on parle de cas un peu concrets de ça. Ça veut dire quoi mettre en place une... Parce que là, moi, tous les sujets que j'ai en tête, c'est si t'es Google, c'est facile, tu vois, de mettre en place des expériences produits, des landing pages, machin. Si t'es une boîte de service, si t'es une agence, c'est quoi l'expérience growth que tu fais et comment tu les mets en place? Si t'es une agence, la question de la growth, c'est comment tu fais pour que les clients te contactent plus que toi tu ne contactes les clients. C'est comment la growth, ça se définit par le fait que ton inbound est supérieur à ton outbound. Et comment tu arrives à avoir un inbound qui te permanence apporte des clients. Alors ça peut être des trucs à la con. Quand tu es une agence, ça veut dire développer ta marque. Est-ce que les gens connaissent la marque de ton agence ou pas? Ça peut être, par exemple, une agence qui est très 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 forte en growth et qui a toujours eu des gens dédiés à ça, c'est Buzzman. Parce que chez Buzzman, qui est une agence de pub au sens le plus traditionnel, par exemple, Cyril Paglino, il était le RP de la boîte, mais en fait c'était le growth. Son but, c'était comment faire pour que tout le monde parle de Buzzman en dehors des appels d'offres et des contrats. Donc ils ont toujours eu cette idée de comment on crée notre marque et notre mythologie pour justement entretenir ces demandes entrantes, où les gens se disent c'est avec eux que je veux travailler, et donc plus c'est avec eux, plus moins j'ai besoin d'aller faire de l'outbound et de l'appel d'offres, et plus en fait j'ai des domaines. Chez The Family par exemple, comme on est une agence, les expériences growth, c'est comment on fait du content qui vont être distribués dans des micro-communautés et qui vont donner envie à certaines micro-communautés de venir faire leur boîte à The Family. Ça, c'est un bon exemple. Etc., etc., quoi. Le but du jeu, c'est de réussir à développer cette approche de l'inbound permanente, en fait. Ok, donc d'avoir toujours des expériences où il y a des gens qui rentrent dans ton pipe. Exactement. Et dont tu t'occupes suffisamment pour qu'ils aient accès à ton produit le plus souvent possible. Exactement. Ok. Et donc ça nous amène à notre dernière étape qui est comment tu optimises cette machine. Tu disais arriver à doubler le nombre d'expériences chaque trimestre. Ça passe par quoi? Pour optimiser la machine growth, ça passe par 4 choses très simples, qui sont à nouveau les 4 piliers engineering, product, data et marketing. Grosso modo, chacun de ces piliers est une source d'optimisation. Plus ton engineering est efficace et te permet de faire des tests dans ton produit rapidement, chaque gain que tu peux faire, où tu peux travailler 2 semaines pour optimiser un process, un déploiement, un outil qui te fait gagner du temps, et plus tu vas pouvoir faire d'expérience. Donc il ne faut pas hésiter à faire des investissements d'infrastructure. Une bonne growth machine, c'est aussi une architecture dédiée à la growth. Et c'est donc des moments où tu ne vas pas travailler sur la growth, mais tu vas travailler sur les outils qui te permettent de tester la growth. C'est vrai sur la data, comment tu automatises la collection de la data et le traitement de cette data. Tout ce que tu peux faire en optimisation ici va te faire gagner exponentiellement du temps dans les prochaines vidéos, dans les prochaines expériences. Pareil pour le product et pareil pour le marketing. Donc, grosso modo, l'obsession, c'est de se dire comment chacun de ces branches de l'expérience growth permettent de développer quelque chose de plus rapidement et de te faire gagner du temps. Et ça passe par, tu vois, est-ce qu'en marketing, tu as tous les couleurs, tous les templates, tous les éléments standardisés au bon endroit, qui fait que quelqu'un qui veut faire une affiche ou un flyer le fait en 3 secondes et pas en 5 heures à essayer de trouver un élément perdu, machin. Donc ça demande beaucoup de discipline et beaucoup de documentation. Ça fait partie des trucs dont on parle quand on parle de productiser, de systémiser le truc. C'est que si c'est des choses que tu peux pas productiser, qui sont pas directement corrélées à l'expérience client sur ton produit ou dans ton expérience de service ou n'importe quoi, ça devient des process en fait. Exactement. Ça devient des process. Nous, c'est ce qu'on fait en vidéo. C'est ce que je vois plein de boîtes faire avec les playbooks, tous ces trucs-là. Exactement. Ok, très clair. Cool. On a tout dit? Au boulot, hein. Ouais, on refait. Au boulot, il va falloir mettre en place des sales growth machines pour faire des empires.